C'était censé être le plus beau jour de notre vie. Les néons blancs de la salle d'accouchement brillaient comme un théâtre cruel, et pourtant, mon cœur battait comme jamais. J'étais là, debout, les mains tremblantes, le souffle coupé regardant ma femme Élodie, allongée sur la table, son visage baigné de sueur et de larmes. Elle serrait les dents, hurlant de douleur, mais ses yeux ne me quittaient pas. « Ça y est, dit la sage-femme, je vois la tête. Vous y êtes presque, madame, encore une poussée. » Et là, le premier cri. Un petit garçon, magnifique. Je me suis effondré en larmes. J'ai pris sa petite main dans la mienne. Mon fils. Mon fils. Quelques secondes plus tard, le second bébé est arrivé. Une autre vie. Un autre cri. Mais cette fois, tout s'est figé. Un silence. Une tension. Étrange. Je me suis penché, prêt à accueillir ce deuxième miracle, mais quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas à comprendre tout de suite. Le médecin, lui aussi, hésitait. Il regardait le bébé, puis ma femme, puis encore le bébé. Je me suis figé. Le premier bébé avait les traits doux, la peau légèrement mate comme moi. Mais le deuxième avait la peau bien plus claire, les cheveux d'un blond presque blanc, et surtout, des yeux d'un bleu perçant. Mon cœur s'est contracté. Je suis resté muet. Je ne voulais pas penser à ça. Je ne pouvais pas. Élodie, haletante, regardait les deux enfants, puis moi. Elle semblait chercher mes yeux, mais je refusais de la regarder. Le médecin, visiblement mal à l'aise, fit semblant de rien. Il m'a demandé si je voulais couper les cordons. J'ai dit oui, machinalement. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Deux enfants nés du même ventre, mais aussi différents que le jour et la nuit, et dans mon cœur, un doute atroce, un doute qui allait tout détruire. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Nous sommes rentrés à la maison avec les jumeaux. Élodie les tenait contre elle avec amour, mais moi, je les regardais différemment. J'essayais. Je me forçais à ressentir ce que j'avais. Ressenti dans la salle d'accouchement. Mais je n'y arrivais pas pour le deuxième. Pour le premier, c'était instinctif. Je le reconnaissais. Il était moi, il était nous. Mais l'autre me renvoyait un reflet que je ne comprenais pas. Et Élodie voyait tout. Elle voyait mes silences, mes absences, mes hésitations. « Tu les regardes comme si tu voulais fuir », m'a-t-elle dit un soir. « Tu imagines des choses. » « Je suis juste fatigué, ai-je répondu. Mais elle savait. Et moi aussi. Je savais que je n'allais pas tenir longtemps. Une semaine plus tard, j'ai fait ce que je m'étais juré de ne jamais faire. J'ai pris un rendez-vous pour un test ADN, en secret, sans en parler à personne. Le jour où j'ai prélevé un peu de salive de chacun des bébés, pendant leur sommeil, mes mains tremblaient. J'avais l'impression d'être un monstre, mais je devais savoir, ce doute me rongeait. 3 jours plus tard, le message est arrivé. Et tout ce que je redoutais s'est confirmé. Un seul des 2 enfants était biologiquement le mien. L'autre, non. Je me suis enfermé dans la salle de bain. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Je me suis regardé dans le miroir et je n'ai vu qu'un homme brisé, un homme trahi. Mon monde s'écroulait. Mais le pire, ce n'était même pas le test. C'était la question qui me hantait maintenant. Qui était le père du deuxième enfant? Et surtout, depuis combien de temps elle me mentait? Le soir même, je suis allé voir Élodie. Je me suis assis en face d'elle. Elle savait, avant même que je parle. Elle savait. Son regard s'est rempli de larmes. « Je peux t'expliquer », a-t-elle dit, la voix brisée. « Tu peux essayer », ai-je murmuré. « Parce que là, je suis en train de perdre pied. Et ce qu'elle m'a raconté a tout changé. » « C'était il y a exactement 9 mois, » a commencé Élodie. Elle ne me regardait pas, ses mains jointes sur ses genoux, comme si elle récitait une prière. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne crois même pas que tu puisses. Mais laisse-moi te dire ce qu'il s'est passé. Ce soir-là, tu étais parti en déplacement pour ton travail. Je me sentais seul. Je me sentais vide. Et en moi, il y avait une peur sourde. La peur de ne jamais pouvoir être mère. On essayait depuis plus d'1 an, tu te souviens? Les tests, les examens, tout disait que c'était toi le problème. Elle s'est tue. Moi, je restais figé. Ce n'est pas une excuse, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Non, ce n'en est pas une, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ce soir-là, j'ai bu un verre de vin, puis 2, et j'ai reçu un message. Un ancien ami, Antoine. On était proches, avant que je te connaisse.
Il m'a dit qu'il pensait à moi, qu'il avait vu une photo de nous deux et qu'il s'était souvenu de ce qu'on avait été. J'étais faible, j'étais en colère, j'étais seul. Et j'ai répondu. Mon cœur se serrait. Tu lui as écrit? Oui. Et j'ai accepté de le voir. Je voulais juste parler. J'avais besoin d'attention, d'écoute, et puis, ça a dérapé, c'était une seule nuit, juste une. Le lendemain, j'ai regretté chaque seconde. Je t'aimais. Je t'aime toujours. Mais j'avais tout gâché. J'ai voulu t'en parler, j'ai voulu tout avouer, mais une semaine plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et là, j'ai paniqué. Elle éclata en sanglots. J'ai espéré de tout mon cœur que c'était tes enfants, qu'ils étaient tous les deux de toi. J'ai prié chaque jour, mais au fond, j'avais peur et je n'ai rien dit. Je me suis dit, si les deux bébés te ressemblent, si personne ne remarque rien, alors ce secret mourra avec moi. Je me suis levé. Mon cœur battait dans mes tempes. Tout tournait. Et Antoine, il est au courant? Non, il n'a jamais su. Il m'a écrit encore, mais je n'ai jamais répondu. Il est marié maintenant. Il a déménagé à Lyon. Je riais. Un rire triste, amer. 2 vies détruites, 3 même, 4. Et tu comptais faire quoi? Faire semblant pour toujours? Me mentir chaque jour pendant que je nourris un enfant qui n'est pas le mien? Elle s'est levée à son tour. Ce n'est pas le tien, c'est toi qui l'élèves. C'est toi qui le regarderas comme un père. Et je sais que ce n'est pas juste de te demander ça, mais ce bébé n'a rien demandé. Il est innocent. Il est à moitié de moi. Et il est ton fils, de cœur. Je suis sorti, j'ai claqué la porte, je suis allé marcher, longtemps, sans savoir où aller, sans savoir quoi penser. 2 enfants, 2 destins, un choix. Et moi, brisé. Pendant les jours suivants, je me suis enfermé dans le silence. Je nourrissais les 2 bébés. Je changeais les couches. Mais mon cœur était absent. Jusqu'au soir où mon père est venu me voir. Il m'a regardé, longuement. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais je vois ton regard. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Élever un enfant, ce n'est pas qu'une question de sang. C'est une question de courage. Le courage d'aimer au-delà de la douleur. Et cette nuit-là, j'ai pleuré, comme un enfant, parce que j'ai compris que ce bébé, même s'il n'était pas né de moi, il avait besoin de moi. Et peut-être que moi aussi j'avais besoin de lui. Mais au moment où je prenais cette décision intérieure, le destin m'a réservé un autre coup de théâtre. Un message, un numéro inconnu, juste une phrase « Tu ne sais pas tout, appelle-moi ». Antoine. Je suis resté figé devant l'écran. « Tu ne sais pas tout ». Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes oreilles. Comment Antoine pouvait-il savoir? Pourquoi apparaître? Maintenant? Mon premier réflexe a été de supprimer le message, de tourner la page, mais quelque chose en moi me poussait à savoir, parce que ce que je croyais être la vérité venait peut-être de s'effondrer une seconde fois. J'ai attendu qu'Élodie endorme les enfants. Puis seul dans la voiture garée en bas de l'immeuble, j'ai composé le numéro. Une sonnerie, 1, 2, 3. Allô? Sa voix, calme, plus grave que dans mes souvenirs. Il savait que c'était moi. Je n'ai même pas eu besoin de me présenter. J'ai vu une photo sur les réseaux, dit-il, des jumeaux. Ils sont magnifiques. Félicitations, je suppose. Je suis resté en silence. Il a repris. Écoute, j'aurais pu garder ça pour moi. Et honnêtement, j'ai hésité. Mais ce que je vais te dire ne peut pas rester un secret. Je serrai le volant. Chaque mot semblait chargé d'électricité. Ce soir-là, reprit-il, je n'étais pas seul. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais avec une amie. On devait juste boire un verre. Quand Élodie m'a écrit, j'étais surpris, mais flatté. J'ai proposé qu'elle pince. Mon amie était d'accord. C'était une soirée sans promesse. Juste 3 adultes. Mon sang s'est glacé. 3, tu veux dire? Oui, on a tous les 3 partagé ce moment. Élodie n'a jamais su. Elle avait trop bu. Elle croyait que c'était juste moi. Je sentais l'air me manquer. Le monde s'écroulait sous mes pieds. Tu veux dire que tu n'es peut-être même pas le père? Il soupira. Exactement. Et c'est pour ça que je t'ai écrit. Parce que j'ai fait un test il y a 2 semaines. J'ai trouvé un ami biologiste. J'ai eu accès aux résultats.
Ce n'est pas moi. Mon cœur s'emballa. Alors, l'autre homme s'appelait Hugo. C'était un ami d'enfance. Il est décédé dans un accident de moto 2 mois après cette soirée. Je me suis affaissé contre le siège, incapable de parler, incapable de respirer. Le bébé, ce bébé que j'avais accusé, rejeté, était orphelin, et moi j'étais la seule figure paternelle qui lui restait. « Je suis désolé, » dit Antoine. « Sincèrement, ce n'était pas prévu. Rien ne l'était, mais tu mérites de savoir. » Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché, et je suis resté là, des larmes plein les yeux, un cri dans la gorge. Je suis rentré à la maison. Élodie lisait une histoire au bébé. Sa voix tremblait d'émotion. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. J'étais livide. Je me suis approché doucement. J'ai regardé le petit garçon aux yeux bleus, celui que je n'avais pas su aimer, pas encore. Je me suis assis, je l'ai pris dans mes bras, il m'a regardé, et il a souri, pour la première fois. Et dans ce sourire, j'ai compris. Ce n'était pas une question de sang, c'était une question de choix. Et je venais de faire le mien. Il s'appelait Hugo, ai-je dit. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. Tu sais, j'ai hoché la tête. Antoine m'a tout raconté. Et tu sais quoi? Je l'ai serré dans mes bras. On va l'élever, tous les deux, comme si c'était le nôtre. Parce qu'il l'est. Elle a fondu en larmes. Mais au moment où je croyais que la tempête était passée, une enveloppe est arrivée par la poste, un pli officiel. À l'intérieur, un document juridique, une demande de garde partagée, signée par la mère d'Hugo, et ce n'était que le début d'un nouveau cauchemar. Je tenais l'enveloppe dans mes mains comme si elle brûlait ma peau. Une demande de garde partagée, venue de nulle part, signée par une inconnue. Du moins, une femme que je n'avais jamais rencontrée, Claire Duret, mère de feu Hugo. Je me suis assis à la table. J'ai lu chaque ligne. Et plus je lisais, plus je sentais la peur grimper en moi. Elle prétendait avoir fait un test génétique en secret, grâce à une mèche de cheveux envoyée par une ancienne amie de la maternité. Elle affirmait que l'enfant était de son fils, Hugo, et qu'elle avait le droit de le voir. Mais ce n'était pas tout. Elle ne voulait pas seulement le voir. Elle demandait une garde alternée un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Comme si ce bébé que j'avais bercé, nourri, veillé, pouvait simplement être partagé entre 2 mondes. Élodie est restée pétrifiée. Ce n'est pas possible. Comment cette femme a-t-elle su? Qui lui a donné nos coordonnées? Antoine, ai-je murmuré. C'est le seul lien. Je l'ai appelé immédiatement. Il a nié, il a juré qu'il n'avait parlé à personne, qu'il n'avait même jamais rencontré la mère d'Hugo. Peut-être était-ce vrai. Peut-être pas. Je ne savais plus quoi croire. Ce soir-là, nous avons décidé d'aller voir un avocat, mais même là, les choses n'allaient pas s'arranger. Légalement, dit-il, Claire a un droit. Le Code civil prévoit que les grands-parents peuvent demander un droit de visite, voire une garde partielle, s'ils prouvent un intérêt affectif réel. Mais ce bébé ne l'a jamais rencontrée. Il ne la connaît pas. Et pourtant, elle est de sang. Ce mot, encore, le sang. Je commençais à le haïr. L'avocat nous a conseillé de refuser à l'amiable, de proposer une visite supervisée. Nous avons accepté. Mais Claire a refusé. Elle a insisté pour une médiation. Et c'est ainsi qu'un mois plus tard, nous nous sommes retrouvés dans une salle glaciale, face à elle, Claire Duret, élégante, froide. Ses yeux bleus glacés scrutaient chaque geste, chaque mot. « Je veux seulement connaître mon petit-fils, dit-elle, la voix douce mais ferme. Il est tout ce qu'il me reste de mon fils. Je veux lui parler de son père, lui transmettre son héritage. » Élodie a hoché la tête. « Vous avez le droit de raconter votre histoire, mais pas de le prendre à moitié. Il a une famille ici, un frère, un père. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit ensuite. « Un père? Vous parlez de cet homme qui l'a rejeté à la naissance? Qui a demandé un test ADN dans son dos? Cet homme-là n'a pas de leçon à me donner. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et vous, madame, vous parlez de valeur, alors que vous espionnez une famille, vous volez un cheveu d'un nourrisson, vous agissez dans l'ombre comme une prédatrice. Je protège ce qui me reste. » Sa voix était glaciale. Mais à ce moment-là, j'ai compris que quelque chose clochait. Ce n'était pas juste une grand-mère éplorée. C'était autre chose. Et je l'ai su quand je suis tombé, par hasard, sur une lettre. Une ancienne correspondance entre Hugo et Claire, datée d'il y a 2 ans. Et là, tout a basculé. Dans cette lettre, Hugo écrivait « Maman, tu sais que je ne veux pas d'enfant.
Pas après ce que papa nous a fait. Pas avec nos gènes. Je n'imposerai jamais ça à un bébé, jamais. J'ai eu le souffle coupé. Élodie, en lisant, s'est effondrée. Claire avait menti. Elle n'agissait pas par amour. Elle agissait pour corriger une faute de famille, un secret sombre. Et maintenant, elle voulait l'enfant. Non pas pour lui donner une vie meilleure, mais pour réparer ce qu'elle appelait la lignée maudite. Elle voulait élever cet enfant loin de nous, selon ses règles, pour effacer le passé de Hugo. Qu'elle était prête à tout, même à nous traîner en justice. Et elle l'a fait. 3 semaines plus tard, nous recevions une convocation au tribunal de la famille. Et le jour du jugement, elle est arrivée avec une arme secrète. Un homme. Son avocat personnel. Et aussi son fils aîné, le demi-frère de Hugo. Et lui, il avait un plan qu'on n'aurait jamais imaginé. Le jour de l'audience, la salle du tribunal était glaciale, pleine de tension. Claire Duret, droite comme une statue, siégeait aux côtés d'un homme que je n'avais jamais vu. Un homme élégant, la quarantaine, au regard dur. Il s'appelait Luc Duret, fils aîné de Claire, demi-frère de feu Hugo. Avocat redouté. Il avait ce genre de regard qui dissèque les gens en silence. Il s'est levé avec une confiance glaçante et a pris la parole. « Votre honneur, nous ne sommes pas ici pour retirer cet enfant à son environnement. Nous sommes ici parce que des éléments nouveaux remettent en question l'aptitude parentale du couple actuel. » Je me suis tourné vers Élodie, abasourdi. Luc déroula un dossier. Nous avons des preuves que monsieur a effectué un test ADN dans le dos de sa conjointe, a quitté le domicile temporairement et a initialement refusé de reconnaître l'enfant. Cela a causé des troubles émotionnels à la mère et créé un climat d'insécurité affective. La juge fronça les sourcils. Ce sont des accusations lourdes. Luc sourit. Et fondé. Je me suis levé. Madame la juge, ce qu'il dit est vrai. Mais il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas que j'ai choisi de rester, que j'ai pris cet enfant dans mes bras, que je l'élève comme le mien, que j'ai appris à aimer un fils qui n'est pas de mon sang, mais qui est devenu ma chair. La juge m'a regardé, longuement. « Et vous, madame ?» demanda-t-elle à Élodie. « J'ai menti à mon mari, j'ai failli, mais j'ai protégé mes enfants, j'ai protégé leur équilibre. Et aujourd'hui, je suis prête à tout pour leur bonheur, même à me retirer si c'est ce qu'il faut. » Mon cœur s'est brisé en entendant ça, mais la juge s'est tournée vers Claire. « Madame Duret, pourquoi ne pas avoir contacté la mère directement? Pourquoi passer par des moyens détournés ?» Claire resta silencieuse, et c'est là que Luc, son propre fils, se leva et dit « Parce qu'elle ne vous dit pas toute la vérité. » Un silence glacial tomba. « Maman, arrête. » Claire blêmit. « Ce n'est pas pour Hugo que tu veux ce bébé. C'est pour te racheter, pour effacer ce que papa nous a fait. Tu veux tout contrôler, comme toujours. Luc, tais-toi. » Mais il continua. « Le jour où Hugo t'a écrit qu'il ne voulait pas d'enfant, tu l'as traité de lâche. Tu lui as dit qu'il serait maudit de ne pas perpétuer le nom Duret. Tu l'as harcelé pendant des mois. Tu l'as brisé. La juge le coupa. « C'est exact, Madame Duret ?» Claire éclata en sanglots. « Je voulais seulement réparer. Je n'ai pas su protéger mes fils. Je voulais une seconde chance. » Un silence pesant emplit la pièce. La juge respira profondément. Ce tribunal reconnaît que l'enfant est biologiquement lié à la famille Duret. Mais il reconnaît aussi que l'environnement actuel est stable, aimant et profondément engagé dans son développement. Elle se tourna vers nous. La garde reste intégralement à madame et monsieur. Elle se tourna ensuite vers Claire. Un droit de visite encadré sera possible si et seulement si vous respectez les limites et l'intérêt de l'enfant. Le marteau tomba. Je serrai Élodie contre moi. Luc s'approcha, nous serra la main. Merci de lui donner une vraie famille. Et alors que tout semblait se calmer, je regardais mes 2 fils jouer ensemble, l'un de mon sang, l'autre de mon choix, et je sus qu'aucun test ADN, aucun nom de famille, aucun tribunal ne pouvait définir ce que j'étais devenu, un père, à part entière, et pour toujours.